RCF. Le MAG vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou. Bonjour à toutes et à tous. Grand sujet de société aujourd'hui dans le MAG, vous allez le constater par vous-même. Alors il y en a qui regrettent, d'autres qui ne contrôlent plus rien, certains qui approuvent. On va aborder l'épineux sujet du smartphone chez les jeunes. Alors quels bénéfices, parce que oui, il peut y en avoir, mais aussi et surtout quelles limites lorsque l'on donne un téléphone intelligent à son enfant. Est-ce qu'on le met en danger ? Si oui, de quoi ou de qui ? Comment accompagner, se former, s'informer ? Ne pas nier ce qui le regarde ou voit, mais au contraire accompagner. Alors pas simple de savoir s'il existe une bonne conduite ou une bonne pratique de l'usage des écrans pour les enfants et les adolescents. Toujours est-il que nous avons souhaité poser la question directement à des professionnels. On va commencer avec vous. Bonjour Guillaume Doré. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes le fondateur d'une structure qui s'appelle Login Prévention. Alors comme son nom l'indique, vous faites de la prévention en citoyenneté numérique auprès des adultes, des entreprises, mais aussi bien évidemment auprès des plus jeunes. Également présente pour cette émission une association, les Chevaliers du Web, rien que ça. Bonjour Corinne Bonisso. Bonjour. Vous accompagnez les familles à encadrer la consommation d'écran, parce que c'est bien de la consommation. Consommation d'écran pour leurs enfants et surtout comment reprendre le contrôle. Serge Tisseron est également avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et fondateur de 36912, une structure qui depuis 2008 aborde ce sujet de l'impact des écrans sur les enfants selon leur âge, on comprend bien, et vous faites également de la prévention. L'UDAF est avec nous, l'Union départementale des associations familiales. Bonjour Fanny Perrault. Bonjour. Vous êtes chargée de mission enfance et famille. Alors existe-t-il un usage raisonnable des écrans ? Est-ce qu'on peut l'exiger de nos enfants et surtout comment les accompagner en ce sens ? Bienvenue dans le MAG, nous sommes ensemble pendant 1 heure. 11h, 12h, c'est le MAG de Maria Goyer sur RCF Anjou. Alors, je vais commencer avec une anecdote perso. Quand ma fille était en petite section, il y avait, donc c'était il y a une dizaine d'années, la maîtresse m'avait demandé qu'elle utilise davantage la tablette à la maison parce que celle de la classe, les iPads, elle avait pas l'air très à l'aise et il fallait qu'elle fasse de l'usage un petit peu plus intensif. Donc ça, c'était il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, ça s'est quand même réveillé, heureusement, notamment avec les campagnes de pas d'écran avant 3 ans ou encore tout ce qui touche au cyberharcèlement. Bref, on sent quand même que le truc nous échappe. Du coup, pour démarrer et bien comprendre les enjeux inhérents à ce sujet des écrans et des enfants, on va faire un petit tour de table avec cette question. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce sujet ? On va commencer par les femmes, honneur aux dames. Fanny Perrault pour l'UDAF. Alors nous effectivement, le réseau UNAF-UDAF en fait est engagé depuis de nombreuses années autour de cette thématique, puisque du coup on est une institution qui est engagée donc avec et pour les familles depuis 1945 et qui aborde toutes les questions de la parentalité. Et effectivement, l'UNAF accompagne aujourd'hui les parents pour leur permettre de reprendre la main face aux usages des écrans et de leurs enfants en leur redonnant confiance dans leur capacité d'agir auprès de leurs enfants et en s'appuyant sur des principes fondamentaux tels que l'observation, le dialogue, le partage et l'exemplarité. Ah oui, ça paraît plutôt sain comme socle. On verra le comment vous mettez tout cela en œuvre. On continue ce tour de table avec Corinne Bonisso pour les Chevaliers du Web. Oui. Du numérique. J'ai créé une start-up en 2015 qui nous a valu d'être au CES de Las Vegas. Et pendant 4 ans, j'ai évolué dans cet univers de la Vendée Tech et de la French Tech. Et il s'en est suivi une prise de conscience que des outils qui avaient été conçus pour nous servir en tant que humanité, peut-être parfois nous desservaient et même parfois nous asservissaient. Oui. Voilà. D'où la création de cette association, les Chevaliers du Web, qui intervient dans toute la France et qui a pour objectif de faire de la prévention et surtout un exercice de déconnexion digitale qui s'appelle un défi 10 jours sans écran. Bon, ça tombe bien, aujourd'hui c'est la journée mondiale sans smartphone, donc on est bien dans le thème. On va continuer le tour de table. Guillaume Doré, vous avez fondé donc une structure, une entreprise, ça s'appelle Login Prévention. Pourquoi vous êtes-vous emparé de ce sujet ? Alors, en fait, moi, tout a commencé en 2011 où j'ai souhaité, du coup, changer un petit peu les études que j'ai pu faire en tant qu'éducateur et la passion que j'ai pour le numérique. Et en fait, je me suis dit qu'il serait intéressant aujourd'hui d'accompagner les jeunes à mettre du sens à leurs actions.
moi, c'est un peu toute mon idée de citoyenneté numérique, c'est pas de diaboliser les écrans, c'est pas d'inciter non plus, c'est de trouver un équilibre en prenant un peu de hauteur. Et pour prendre de la hauteur, il faut connaître un peu ces outils, comment ils fonctionnent, les enjeux économiques qui se passent derrière, et après leur permettre de devenir des citoyens comme on leur apprend à le faire tous les jours, mais aussi derrière les écrans quand on utilise un pseudo et qu'on modifie un peu son identité. Serge Tisseron, alors vous, c'est une autre structure, ça s'appelle 3, 6, 9, 12, on parle bien des âges des enfants et de leur relation aux écrans ? Oui, alors écoutez, moi j'ai grandi avec la télévision, donc après j'ai entendu tellement de bêtises comme quoi elle rendait malade que en tant que psychologue, que psychiatre, je me suis dit il faut quand même mieux faire la part des choses et puis donner des bons conseils. Mais le coup d'envoi de 3, 6, 9, 12, ça a été l'apparition, vous savez, des 2 chaînes de télévision qui prétendaient émettre des programmes nuit et jour pour les enfants de moins de 3 ans, Baby First et Baby TV. Donc j'ai lancé à ce moment-là, c'était en 2006, le slogan « Pas d'écran avant 3 ans », qui a été depuis largement relayé. C'était en fait pas de télé avant 3 ans. Pas de télé, ça ne veut pas dire pas forcément pas d'écran, c'est plus compliqué parce qu'aujourd'hui les écrans se sont démultipliés. Et puis des parents m'ont dit, on a compris, pas de télé avant 3 ans. Et après, je me suis dit, oui, après, il faut aussi tenir compte des tranches d'âge de l'enfant. Et donc j'ai proposé des repères sur ces âges, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans et au-delà, puisque maintenant ça s'appelle 3, 6, 9, 12 plus, pour faire comprendre à tout le monde qu'on s'occupe aussi des parents, avec 3 conseils qui sont valables pour toutes les tranches d'âge, accompagnement, alternance, et puis apprendre à contrôler sa consommation, apprentissage de ce qu'on appelle l'autorégulation. Et ça, on peut y arriver quand on est enfant ? Y arriver, plus on commence petit, mieux c'est, et plus on s'entraide en famille, mieux c'est aussi. C'est pour ça que je me réjouis toujours qu'on parle des familles. À 3, 6, 9, 12, on intervient dans les écoles, on intervient un petit peu auprès de personnel d'entreprise, auprès d'entreprises. Je suis même intervenu sur les questions de télétravail. Mais l'important, c'est surtout d'établir des règles familiales dont tout le monde bénéficie, y compris dans l'utilisation que les parents font évidemment de leur propre smartphone dans leur relation avec leurs jeunes enfants. Et oui, on parlait d'exemplarité avec l'UDAF. Effectivement, il y a aussi les parents à éduquer. Vous confirmez, Fanny Perrault ? En tout cas, ils ont à regarder aussi leur consommation et l'exemple qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants, puisque du coup, le rôle quand même du parent est essentiel pour transmettre et accompagner, conseiller aussi son enfant vers un usage responsable du numérique, tant au niveau technique, oui, mais que dans ses pratiques également, quoi. On va parler des constats et aussi des ravages. Est-ce qu'on peut parler de fléau du smartphone sur les jeunes ? Alors, on parle large, bien sûr, selon les âges, les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais est-ce qu'il y a une urgence ? Est-ce qu'il faut être très inquiet ? Je vais vous poser la question. Serge Tisseron, vous qui êtes psychiatre, psychologue. Oui, alors écoutez, il y a une étude de 2016 de Médiamétrie qui montre que les jeunes adultes, donc mais c'est valable aussi pour ceux qui sont ados aujourd'hui et qui vont grandir, ces jeunes adultes qui sont tout le temps sur leur smartphone, qui se réveillent avec, qui s'endorment avec, ils vont plutôt plus manger avec leurs copains au restaurant que les autres, toutes classes d'âge confondues, ils vont plutôt au théâtre, au cinéma, voir des expositions plus que les autres. Ce qui veut dire que le téléphone, c'est pas forcément statistiquement exclusif de vraies relations en contact physique. Après, c'est vrai que c'est une machine qui est dirigée par qui est gérée par des algorithmes. Les plateformes sont gérées par des algorithmes qui nous incitent à toujours rester plus longtemps, à dépenser plus, à y perdre plus de temps, à donner plus de données personnelles. C'est pour ça qu'il y a toute une éducation à faire pour que nous comprenions à quel point les algorithmes des plateformes sont conçus pour nous manipuler. Et après, évidemment, c'est à chacun de s'entraider en groupe. Par exemple, quand des amis déjeunent au restaurant, chacun pose son téléphone sur la table, et puis évidemment il y en a qui vibrent, et puis le premier qui décroche paye l'addition. Voilà, il faut tenir compte du fait que tout seul, on est quand même très vulnérable à ces algorithmes. Il faut apprendre à mettre en place des comportements partagés, s'entraider mutuellement pour limiter notre consommation. Oui, ça prouve aussi qu'on n'est pas si libre qu'il n'y paraît. Guillaume Doré, c'est dangereux les écrans pour les jeunes, les smartphones ?
Et moi, je pars du principe que l'écran est un outil, en fait, et comme tout outil, bien utilisé, il va favoriser le lien social, la découverte, l'apprentissage. Mal utilisé, il va nous mettre en danger les autres. Je reviens sur ce que disait M. Tisseron, et je suis tout à fait d'accord avec lui là-dessus. Moi, c'est plutôt le fonctionnement des algorithmes, le fonctionnement de ces réseaux sociaux qui vont mettre les jeunes en difficulté. On prend l'exemple de TikTok, par exemple. Moi, quand j'ai des jeunes qui, tous les jours, m'expliquent qu'ils passent entre 25 et 30 heures par semaine sur l'application, il serait très facile pour moi de les culpabiliser en disant mais vous êtes bêtes, vous êtes débiles. Ma réflexion, c'est plutôt comment ces plateformes arrivent à vous faire passer autant de temps et du coup, à côté de quoi vous passez, vous, dans votre vie, pour consacrer du temps à cette application qui, grâce à ce temps, gagne de l'argent. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là que nous, on déduit que c'est pas tant l'outil écran. Voilà, il fait partie de nos vies aujourd'hui. Vous évoquez sur votre site qui parle de prévention sur la citoyenneté numérique, Guillaume, la question du mensonge. Les enfants mentent aussi à leurs parents sur ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient, ce qui va nous amener après à la question du contrôle. Oui, mais quelquefois, on a envie de garder aussi son journal intime et sa vie privée et on n'a pas envie de tout confier à ses parents. Donc, on va essayer de les rassurer comme on peut parce qu'ils essaient de nous protéger, mais les enfants essaient de protéger aussi leurs parents. Et quelquefois, on sait que je crois que c'est un compte sur 3 est créé dans le dos des parents parce que soit on a été privé, soit on sait que papa et maman, ça va leur faire peur et on a envie de les préserver de tout ça. Donc, voilà, c'est quelquefois un joli mensonge, quelquefois c'est un mensonge plus dangereux ou quand ils rentrent en relation avec quelqu'un qu'ils pensent être peut-être l'amour de leur vie, c'est compliqué de dire qu'on ne l'a jamais rencontré physiquement, par exemple. Est-ce qu'il faut avoir peur des écrans pour les enfants, Corinne Bonisso, pour les chevaliers du web? Oui, est-ce que Corinne nous entend? Pardon. La problématique avec les écrans sur la cellule familiale, ça va être essentiellement un phénomène de difficulté de communication. Les enfants vont avoir tendance à s'isoler, notamment s'isoler dans leur chambre, à moins écouter, comme le disait très bien Guillaume, ce qu'ils font sur les écrans, et donc à être confrontés à tout ce que peut générer l'humanité de pas très jolie parfois, sans aucun frein. Vous pensez que finalement en amont, c'est important aussi de restaurer une forme de dialogue et de confiance entre l'enfant et le parent? C'est la base. C'est Guillaume qui parle. C'est la base. Pardon. Oui, mais ça paraît facile quand on le dit comme ça, mais la réalité bien sûr, est autre. La communication, nous, ça fait partie de nos 3 objectifs qu'on donne dans nos soirées, c'est permettre de rétablir le dialogue, d'accompagner vers le discours quand on est parent et qu'on se sent dépassé. En fait, on se sent dépassé par l'outil, mais pas par les thématiques. Moi, les thématiques que j'abordais il y a 10-15 ans sont les mêmes thématiques que j'aborde aujourd'hui. La seule chose qui a changé, finalement, ce sont les outils, et on a peur de ces outils, donc on a peur de communiquer autour de quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Mais la communication, c'est la base de tout. On peut mettre n'importe quel contrôle parental. Aujourd'hui, les jeunes savent faire ce qu'on appelle une stratégie de contournement. Donc, oui, je suis désolé de vous le dire. Mais voilà, la communication, la confiance, c'est la base de tout. Serge voulait réagir. Serge Tisseron. Oui, tout à fait, pour aller dans le même sens, en disant effectivement, comme beaucoup de parents sont perdus avec ce que font leurs adolescents, même leurs préados, je pense à TikTok, combien de parents connaissent le fonctionnement de TikTok, la perversité des algorithmes de TikTok, voilà, ils connaissent pas. Donc du coup, la tentation de beaucoup de parents, c'est de surveiller leur enfant en cachette, voilà, et aller voir leur historique de discussion, de photos, Voilà, essayer de les espionner, l'espionnage. Non, il faut dire que ça marche. Non seulement ça marche pas, mais c'est totalement contre-productif. C'est-à-dire que ça crée des stratégies de contournement et même pire encore, ça peut créer chez des adolescents le fait de se fabriquer ce qu'on appelle un profil de l'ombre. C'est-à-dire ils deviennent sournois, ils deviennent très choqués, et puis ils commencent avec leurs parents, et ça s'étend avec leurs camarades, et puis finalement c'est terrible parce que ce sont des enfants qui non seulement perdent confiance dans leurs parents, mais perdent confiance même dans tous les adultes dans lesquels ils voient des clones de leurs parents qui voudraient les contrôler, les surveiller. Donc il faut absolument bannir ces stratégies-là, établir des liens de confiance et puis, comme on dit à 36912 depuis 2008, avoir des moments pour partager parce que la confiance, ça se construit dans le partage. Et les familles prennent leur repas du soir sans écran pour en faire un moment d'échange. Même si on ne se dit pas tous les jours des choses importantes, les enfants savent qu'il y a ce moment où éventuellement ils peuvent dire des choses qui les préoccupent. Un espace de dialogue, oui. Un moment de dialogue réservé pour les enfants, entre les enfants et les parents.
Alors, je vais revenir au côté, ça fait rêver et assez facile, tout ce qu'on dit. Néanmoins, quand on a deux parents qui travaillent, qu'on donne un téléphone à son jeune enfant, voire son adolescent, faut dire qu'il y a une forme de facilité aussi. Faut pas se mentir. Parfois, quand on voit au restaurant des familles avec plusieurs enfants, chacun a son smartphone, c'est sûr que les parents peuvent être tranquilles. On s'achète une forme de tranquillité. Je sais pas à qui on peut poser la question. Peut-être au chevalier du web. Oui, alors effectivement, sur notamment la petite enfance et l'enfance, alors je dirais même avant le collège, on est confronté au fait que les parents partent très tôt de leur domicile. Et parfois, vous avez des enfants de CE1, CE2, CM1, CM2 qui se retrouvent seuls avant d'aller à l'école. Les parents aussi, on constate que les parents ont peur de laisser sortir leurs enfants, par exemple, jouer dans le jardin, parce que ils peuvent croiser une voiture, parce que il peut leur arriver quelque chose. Donc, ils préfèrent que leur enfant soit à l'intérieur de la maison, et pour éviter entre guillemets qu'il soit confronté à des dangers, et du coup être devant un écran. Où là, le parent se dit, au moins il est assis, il bouge pas, il lui arrivera rien. Sauf que l'enfant est seul chez lui, CE2, CE1, CE2, CM1, CM2, et qu'on a des enfants aujourd'hui qui vont faire une heure de Netflix, par exemple, avant d'arriver à l'école le matin. Donc vraiment, alors au-delà de toutes les problématiques qu'il peut y avoir sur les contenus, un enfant de CE2 qui fait une heure de Netflix avant d'arriver en cours, sa capacité d'attention et de concentration est quand même très limitée. Ok, donc en plus il y a toutes ces questions d'attention, mais c'est quand même facile, même si on le sait, et c'est bien, on en parle aujourd'hui sur RCF Anjou des dangers, il faut le dire, des écrans sur les enfants. Dans le quotidien, on peut être pris dans une forme d'engrenage, j'allais dire infernal, mais c'est le cas, Fanny Perrault, pour l'UDAF. On peut s'en sortir. Oui, de toute façon, les écrans font partie du quotidien. Donc, de toute façon, faire sans, ça va être un peu compliqué. Puis, vous parliez tout à l'heure aussi du lien avec l'école. Tout ce qui est aussi les outils utilisés numériques via, École Directe, tous ces sites-là qui font le lien avec l'école, où les enfants sont aussi invités à aller chercher des éléments sur Internet, etc. Donc on peut pas faire sans, ça fait partie de notre quotidien, ça c'est certain. Il faut je pense avoir des clés, des codes, des règles, des balises, j'ai envie de dire plutôt des balises et un cadre, et puis surtout en évoquer, en discuter avec les enfants et partager avec eux ces éléments-là pour que ça soit entendu et respecté par tous aussi. Donc on parlait de l'exemplarité, ces règles-là doivent être aussi suivies par les parents pour qu'il y ait un sens aussi pour les enfants. Guillaume Doré, dans ce qu'on entend depuis le début de l'émission, on peut pas faire sans, mais on peut faire avec. Complètement. C'est vrai qu'on pourrait considérer quelquefois que les écrans achètent la paix sociale. Néanmoins, il y a des complexités aujourd'hui sur les familles séparées, par exemple, où le numérique devient un enjeu de récompense ou de sanction. Quand on a 2 enfants à la maison, il y a un plus grand forcément qui a le droit d'avoir un peu plus d'écran que le plus petit. C'est des questions qui sont combien complexes et qui sont surtout assez individuelles. On ne peut pas aujourd'hui, je pense, donner une règle collective à tout le monde. Ça ne s'appliquerait pas. Nous, on préfère aujourd'hui, sur l'accompagnement qu'on donne, parler des besoins de l'enfant. On estime qu'aujourd'hui, le numérique ne doit pas impacter les besoins vitaux, manger, dormir. On doit éviter au maximum d'impacter les besoins fondamentaux qui empêchent l'enfant de se développer harmonieusement, donc sur son lien social, sur la communication avec les autres, sur son éveil personnel au sein de sa famille, au sein de l'école. En fait, l'idée, c'est vraiment tendre à ce que le numérique reste un besoin artificiel aujourd'hui. C'est un besoin qui fait partie de la vie des enfants, des adolescents, de certains, pas tous, mais on aime se dire que c'est un outil qui va les aider. Quand il est bien accompagné, moi ça fait 10 ans que plus de 10 ans, j'aimerais qu'on crée une matière scolaire dédiée au numérique, et quand je vois que l'année prochaine, rien que les cours de technologie en 6e disparaissent, je suis assez affolé, en fait, assez affligé de voir on sait qu'un jeune va passer 4, 5, 6 heures par jour sur un écran, mais aujourd'hui, quel accompagnement, quelle éducation on leur donne au numérique. Donc, ils font bien comme ils peuvent avec le peu de choses qu'on peut leur donner. Serge Tisseron, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau d'un jeune ? On a parlé d'une forme d'addiction aussi à ces algorithmes qui favorisent le côté accro à l'écran. On a parlé de l'attention, on a parlé de la coupure, du lien social. Mais qu'est-ce qu'on peut se redire sur la prudence à avoir, notamment pour le développement cognitif, intellectuel de nos enfants ? Oui, alors 2 choses très importantes. D'abord sur les tout petits, ensuite sur les adolescents. Oui. Parce que
cerveau des tout petits n'est évidemment pas comme le nôtre, tout le monde le comprend vite. Les cerveaux des adolescents, c'est plus difficile à comprendre parce que souvent ils ont déjà une allure d'adulte. Ils ont fait leur puberté, ils s'habillent comme des adultes, voilà, ils flirtent et on a de la peine à comprendre que leur cerveau fonctionne très différemment du nôtre, à peu près jusqu'à 20 et même 25 ans. Alors on commence par les tout petits. Les tout petits, ils sont dans l'imitation. Ils voient un adulte jongler avec 2 balles, ils ont envie de jongler. Ils voient un adulte, c'est malheureusement plus fréquent, avoir toujours son smartphone à la main, ils ont envie d'avoir un smartphone. Vous savez, il y a des parents qui disent, dès que je laisse mon smartphone sur une table, mon bébé se précipite dessus. Ben, si le parent ne l'avait pas toujours à la main, le bébé se précipiterait pas dessus. Et puis ce qu'on sait aussi, c'est que beaucoup trop de parents aujourd'hui interagissent avec leurs tout petits, avec leur bébé, en utilisant leur smartphone. C'est normal, ils ont une conversation sur le smartphone, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur des vidéos, et puis ils jouent un petit peu avec leur bébé, ils interagissent avec lui, et du coup, comme ils partagent leur attention entre leur smartphone et leur bébé, eh ben, ils font des phrases plus courtes à leur bébé, ils ont des mimiques moins riches, et on s'aperçoit que ça provoque des troubles du développement chez le bébé. C'est-à-dire qu'il y a 2 problèmes du bébé et les écrans. Il y a le bébé abandonné devant la télé, et puis il y a le bébé qui essaye d'interagir avec des parents peu disponibles. Et il a été montré dans les 2 cas, c'est pareil, il y a des troubles de développement. Donc il faut absolument poser nos smartphones quand on s'occupe d'un bébé, ne jamais utiliser un smartphone quand on est avec un bébé. Et puis les ados, alors là c'est plus spectaculaire encore. On sait que le cerveau de l'ado est mûri en 2 temps. Et dans un premier temps, c'est la partie postérieure du cerveau, donc les émotions, les sensations. Et l'ado, il est rempli des émotions et des sensations de l'adulte. Il a ce qu'on appelle une hyperexcitabilité socio-émotionnelle. Il est très réceptif à la communauté de ses pairs, très réceptif aux récompenses. Et il n'a pas encore la maturation du cortex frontal qui permet de contrôler les impulsions. C'est pour ça que les ados, ils peuvent passer un temps dingue sur les jeux vidéo parce qu'ils reçoivent des récompenses. Les parents disent, ça y est, ils développent une addiction. Et puis, quand même, à part un tout petit pourcentage d'ados qui ont des troubles pathologiques, des maladies psychiatriques, la plupart d'entre eux arrêtent les jeux vidéo excessifs vers 16, 17 ou 18 ans. C'est-à-dire quand leur cortex frontal est arrivé à maturité. Donc, il ne faut absolument pas dramatiser le fonctionnement des ados. Voilà, il faut les encadrer, essayer de limiter avec eux le temps d'écran. Et par contre, il faut un peu plus dramatiser le fonctionnement des parents avec leurs très jeunes enfants. Ça, c'est problématique. On fait trop d'affolement sur les ados et on ne met pas suffisamment en garde sur les parents et les bébés. Ouais, on va faire réagir les chevaliers du web. Alors, je ne sais pas, oui. Vous nous entendez ? Oui, Corinne Bonisso. Alors effectivement, cette notion d'exemplarité, elle est fondamentale. Quand on va dans une école faire un défi sans écran, la première chose que nous disent les enfants, oui, mais papa, il va pas y arriver, et maman, c'est pas possible qu'elle le fasse, parce que papa et maman sont toujours sur leur téléphone. Et ce que dit Monsieur Tisseron est très juste. Quand on arrive chez nous, voilà, on allume la télé, on la regarde même pas, mais c'est une télé fantôme. On est sur notre smartphone parce que notre enfant prend son goûter, mais on l'écoute pas parce qu'on est sur, je sais pas, sur un réseau social ou autre. Il y a des écrans partout dans la maison, c'est comme du chocolat. En fait, plus il y en a, plus on en prend, plus on est tenté. Et puis au final, chacun se retrouve isolé devant son écran et sans communiquer. Donc au lieu de raconter ma journée à maman et papa, eh bien maman est sur son smartphone et puis moi, je vais goûter dans le salon en regardant la télé par exemple. Et donc rupture de communication. Ouais, ça, c'est effrayant. C'est quoi, c'est quand même. Alors c'est vraiment le quotidien des familles entre tout ce que un père ou une mère ont à faire. Alors tout à l'heure Guillaume évoquait les parents séparés. Alors c'est encore plus compliqué à gérer. Et puis la réalité des enfants qui eux ont juste besoin d'une seule chose à la maison, c'est que parle avec moi, joue avec moi, regarde-moi, et ça c'est juste le lien fondamental du petit humain vers le grand humain quelque part. Et ça aujourd'hui, le smartphone interfère, ce qu'on appelle la technoférence, il interfère dans ce lien familial. Mais il fait écran au sens propre. C'est ça. Donc la mise en place de règles à la maison est absolument indispensable. Il s'agit juste que les parents, et je pense grâce à des émissions comme ça, c'est formidable parce que il faut que les parents prennent conscience que ça a des effets sur le développement de leurs enfants, sur aussi le développement des liens qu'ils ont eux-mêmes, liens affectifs qu'ils ont avec leurs enfants, et qu'il suffit parfois de mettre en place quelques règles toutes simples pour pouvoir pacifier les relations familiales au sujet notamment des écrans.
Oui, Guillaume a très envie de rebondir. Ouais, juste une petite anecdote comme ça. Moi, je pose souvent la question évidemment aux jeunes qui a l'impression que ses parents passent trop de temps sur les écrans. À chaque fois, c'est les 3/4 de ma salle qui lèvent la main. Pour la petite anecdote à la maison, parce que moi aussi j'ai un bébé et j'ai une fille de 3 ans. Moi, ma fille est totalement accro à sa tétine. Moi, j'ai tendance, en tant que auto-entrepreneur, à être très souvent sur mon smartphone. On a fait une règle à table, c'est-à-dire que moi, elle veut pas que je sois sur mon téléphone. Moi, je veux pas qu'elle ait sa tétine à table. Du coup, je pose la tétine sur mon smartphone. Du coup, la tétine garde mon smartphone et le smartphone garde la tétine. C'est posé sur le buffet et voilà, on a trouvé ce petit deal entre nous et ça marche extrêmement bien. Bravo. C'est une petite anecdote comme ça, pardon. Oui, aussi on peut, sans rentrer dans une forme d'autoritarisme et de rigidité, s'amuser dans la règle. C'est ça. Nous, les règles, on les a établies ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on pose un cadre de non négociable dans le couple. Avant, on se l'est dit tous les deux. Et maintenant, dans ce cadre de non négociable, on va discuter avec son enfant. Et on s'aperçoit déjà avec les ados que souvent, ils sont même plus durs que nous au niveau des règles qu'ils vont poser. Et avec les enfants, on s'en amuse. On va chercher des petits dessins qu'on va coller. On va faire une petite bande dessinée qui va nous permettre de mettre ensemble des règles à la maison. Ces règles, on va les co-signer. Alors, elle signe pas, moi, à 3 ans, mais elle va mettre son empreinte digitale dans la peinture et ça va très bien marcher. Et en fait, l'idée, c'est de travailler, d'évoluer ensemble dans l'utilisation de ce smartphone à la maison. Serge Tisseron. Oui, il y a peut-être des parents qui nous écoutent et qui se disent « mais moi, mes enfants m'ont jamais fait de remarques ». Voilà, alors je voudrais faire état d'une étude il y a quelques années qu'on a menée avec Bouygues. On a interviewé des enfants de 8 à 12 ans. Qu'est-ce qui vous embête le plus dans la vie familiale? Ils ont à peu près tous répondu « mes parents sont toujours sur leur smartphone ». Alors on leur a dit « mais est-ce que vous leur en parlez ?» C'est là que c'est intéressant. Ils ont répondu « non, on ne leur en parle pas parce qu'on espère que quand on aura un smartphone, ils nous laisseront faire pareil ». Ouais, voilà, c'est QFD. Ça remet bien en question. On va marquer une très courte pause sur notre antenne. On va se retrouver juste après ça. On parlera solutions, trucs et astuces. Voilà, comment poser le cadre, comment en parler, comment retrouver un lien de communication, de confiance entre enfants, ados et parents pour garder le contrôle des écrans avec nos enfants. Entre foi et raison, Raphaël Delacroix. Qui est Dieu ? Le travail est-il indispensable au bonheur de l'homme ? Sommes-nous vraiment libres ? L'animal est-il un homme comme les autres ? Dans Entre foi et raison, on pose toutes ces grandes questions de l'homme à des philosophes, des théologiens, des anthropologues qui vont nous aider à faire la lumière sur ces grands mystères. Entre foi et raison, une émission à écouter en podcast pour affronter les grandes questions de l'humanité, et c'est sur rcf.fr. Visage, proposé par Thierry Lyonnais. Il est l'un des grands noms du monde du cirque, le patriarche d'une dynastie de la piste, Alexis Grus. Né dans la caravane de ses grands-parents, Alexis Grus a vécu toutes les joies et les difficultés du cirque en pleine mutation ces dernières années. Rencontre avec une légende du monde du cirque dans Visage, ce lundi à 22h. Le MAG vous est proposé par la FASIC, la fondation qui accueille et prend soin des plus fragiles en Anjou. Les sujets sensibles aujourd'hui, mais ô combien d'actualité, les écrans, les smartphones et les enfants ou les ados. Des acteurs de la prévention sont avec nous en studio. On va s'intéresser dorénavant aux solutions. Voilà, tout ce qu'on a dit, on le sait. Parfois, on perd le contrôle, on sent que ça dérape, qu'on n'a plus prise sur l'usage des écrans avec nos enfants qui sont accros aux séries, aux smartphones, on n'en parle même pas. Voilà, à la limite, quand j'en suis arrivé là, est-ce que je peux, j'espère que vous allez me dire oui, faire machine arrière, corriger le tir et avancer pour une collaboration intelligente. On a beaucoup parlé de cadres qu'on peut co-construire avec nos enfants. Oui, mais on fait comment? On va en parler avec l'UDAF, Fanny Perrault. Alors, on fait comment? C'est une vaste question. Donc, nous, au niveau, alors il n'y a pas de solution propre en fait. Finalement, chacun construit sa propre solution parce que chaque solution ne va pas forcément fonctionner sur une famille ou une autre. Donc vraiment, ça à construire clairement. Donc après, il y a plusieurs. On peut trouver des solutions à plusieurs endroits en fait. Hein. Donc moi, je peux parler notamment de ce qui a été développé par le réseau UNAF-UDAF. Donc on a notamment un site qui s'appelle Mon enfant et les écrans, qui est du coup
un site qui propose des conseils pratiques et accessibles, des astuces aussi. Il y a des avis d'experts, des ressources, des codages. Donc il y a différentes fiches conseils, notamment qu'on peut retrouver donc sur le téléphone avec des conseils, les réseaux sociaux, notamment le contrôle parental, les fake news, etc. Donc voilà, toute une mine d'informations qui peut du coup être utile aux parents. On a également contribué à la mise en ligne du site jeprotègemonenfant.gouv, qui est aussi un site internet qui permet du coup une plateforme d'information en fait avec un volet lutter contre l'exposition des mineurs à la pornographie, mais aussi sur l'usage des écrans des enfants. Voilà, donc il y a des sites internet qui existent qui peuvent permettre de trouver des solutions et de trouver des conseils, tout à fait. Et après il y a des lieux ressources et des personnes vraiment présentes ou des associations qui peuvent aussi accompagner les parents. Donc j'entends par exemple l'école des parents et des éducateurs, la maison des adolescents également, qui peuvent être des aides. Il y a des outils à disposition, c'est ça que vous nous dites. Tout à fait. Serge Tisseron et après Guillaume. Et puis après, on fait le tour. Il y a un a priori à poser parce que beaucoup de parents se disent « Oh là là, changer nos habitudes, comme c'est compliqué ». Et beaucoup de parents pensent que c'est aussi difficile, voire même peut-être plus difficile pour les enfants que pour eux. Ben non, pas du tout. C'est beaucoup plus facile pour les enfants de changer que pour les adultes. N'oubliez pas que les enfants, ils changent sans arrêt. Leur cerveau évolue sans arrêt. Leur corps évolue sans arrêt. Chaque année, ils changent de classe, ils changent d'enseignant. Des fois, ils changent d'établissement, ils changent de copains. Il y a quand même beaucoup de parents qui ont de la mobilité géographique. C'est beaucoup plus bouleversant encore pour les enfants que pour les parents. Donc, les enfants, ils ont un potentiel de changement élevé. C'est la première chose que les parents doivent se dire. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même un moment privilégié pour changer, c'est les congés scolaires. Les petites vacances, Noël, peut-être à partir de janvier, on va fonctionner autrement, on prend 15 jours pour en discuter ensemble. Et puis les grandes vacances. Vous savez, cette période où on débarrasse un peu la chambre de l'enfant des vieux jouets des années précédentes, voilà, et de cette vieille console qui marche plus, on s'en débarrasse. Est-ce qu'on va en acheter une autre? Oui, mais on va peut-être pas la mettre dans ta chambre, on va la mettre dans le salon, on en profitera aussi, nous autres, les adultes. Voilà. Donc, il faut profiter de l'organisation de la vie familiale dans l'année pour s'appuyer sur des moments de changement. Les vacances aussi, bien sûr, on part ensemble, on va faire quelque chose de nouveau, on va laisser nos smartphones dans notre poche toute la journée, on va aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de Wi-Fi. Voilà. Donc, il faut s'appuyer sur ces occasions de changement en sachant que les enfants sont encore plus prêts à changer que nous, et puis à partir de là, établir encore une fois des règles collectives, parce que si en famille, il n'y a pas des règles collectives, s'il n'y a pas possibilité de s'appuyer sur des choses explicites qu'on partage tous, il n'y a pas moyen de changer. Et la première des règles, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le repas du soir sans télé, ni smartphone, etc., sans écran, et puis que chacun laisse son téléphone mobile le soir sur la table du petit déjeuner ou sur la table de l'entrée au salon, de manière à ce que les ados, les pré-ados qui ont déjà un téléphone ne l'emmènent pas la nuit dans leur chambre, parce qu'on sait que c'est abominable, ils ne peuvent pas s'empêcher de le regarder et ils dorment moins. Or, le sommeil, c'est quand même la principale victime aujourd'hui des écrans. Trop de gens dorment trop peu. Voilà. Donc, s'appuyer sur des moments clés pour changer et puis établir des règles collectives. Guillaume Doré. Oui, alors moi je voudrais rassurer tous vos auditrices, vos auditeurs, rien n'est trop tard. Maintenant, bien sûr. Maintenant, évidemment, plus on prend les choses tôt, plus ça va être facile. Voilà, mettre en place les premières règles à 15 ans va être plus compliqué que si on les met dès la petite enfance. Voilà, donc commencez tôt. Maintenant, concernant le cadre, c'était votre question d'origine, je pense que le cadre doit être contextualisé. Je vais vous prendre un exemple tout simple dont je parle dans mes conférences. Prenons l'exemple des jeux vidéo. Il est évident qu'à un anniversaire, un enfant vient d'avoir un jeu vidéo, qu'il joue un peu plus à ce jeu vidéo sur le temps de la découverte, c'est censé tout ça. Voilà. Maintenant, évidemment que quand on a classe le lendemain, quand on a un devoir à rendre ou des choses comme ça, on va jouer un petit peu moins longtemps. L'idée, c'est de mettre sur l'intégralité de notre pratique du sens à ce que l'on fait. Pourquoi on le fait? Dans quel cadre on le fait? Dans quel contexte on le fait? Connaître son enfant, il n'y a pas des règles, je vous dis propres. Absolu. Absolu. C'est à nous de connaître le niveau de responsabilité de son enfant, d'autonomie de son enfant. Voilà, c'est je pense fondamental de mettre du sens aux règles qu'on met, de mettre du sens aussi, de permettre à l'enfant de mettre du sens à ce qu'il fait lui.
Là, tu viens de passer 3 heures sur ton jeu, tu as vu qu'après 3 heures sur ton jeu, bah, t'étais un peu plus énervé, mais c'est normal que tu sois énervé. Tu viens de perdre 10 matchs d'affilée sur ton jeu de foot. Donc c'est normal. Maintenant, la prochaine fois, bah, peut-être que si tu seras moins énervé si tu perdais 1 match ou 2 matchs, ou tu seras encore moins énervé si tu en gagnes, évidemment. Voilà, les accompagner à chaque fois dans leur usage aussi, en redonnant le sens. Vous partagez ce point de vue. On peut l'imaginer pour les chevaliers du web, Corinne Bonisso. Alors, on va rallumer votre micro, on va y arriver. C'est bon. Effectivement, il s'agit finalement de confiner les écrans à leur rôle d'outils et non pas de les laisser envahir notre sphère dans la famille. Et ça passe par un confinement physique, c'est-à-dire qu'effectivement les écrans, les parents vont décider d'un endroit technologique dans la maison, peut-être, où on va pouvoir circoncire leur espace pour pas qu'ils envahissent notre espace. Et puis ça peut être aussi, comme le disait Serge ou Guillaume, des repères très simples comme pas d'écran le matin avant d'aller à l'école, parce que moi je regarde pas mes écrans avant d'aller au travail, sous réserve que le parent le fasse vraiment. Pas d'écran à table, parce que pendant le repas, on prend du temps pour échanger ensemble sur ce qu'on a sur notre vie, prendre le temps de déguster notre repas aussi tranquillement. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant, pour que l'enfant dès le plus jeune âge ait cet espace préservé du numérique et protégé du numérique dans sa chambre. Et puis pas d'écran le soir avant d'aller se coucher, tout simplement, au moins 1 heure, 1 heure et demie avant d'aller se coucher. Et quand on a déjà ces 4 repères-là dans sa vie familiale, ça peut changer beaucoup de choses. Et puis ça peut nous aider, nous parents, à mieux gérer les écrans dans la famille. Guillaume Doré, vous vouliez réagir? Oui. Juste un tout petit complément d'information par rapport à ça, le pourquoi pas d'écran à table ou dans la chambre, parce que c'est aussi un moment, ce qu'on appelle les moments off, donc hors activité, où l'enfant va se confier sur ses problématiques, notamment si un enfant est victime de violence, que ce soit du harcèlement, une agression sexuelle ou n'importe quoi. Un enfant se confie pas sur un temps d'activité parce qu'il est bien sur ce temps d'activité. Il va se confier sur un moment plutôt off. Un peu creux, quoi. Voilà, exactement. Le problème de ça, c'est que si nous-mêmes parents, on utilise notre téléphone par exemple à table, et l'enfant dit « Papa, maman, je voudrais te dire un truc. Attends, excuse-moi, je viens de recevoir un message, je te réponds dans 1 minute. » Eh bien, il se peut que ne serait-ce qu'1 minute plus tard, l'enfant ne se confie pas de la même façon, voire ne se confie plus du tout. L'enfant, dans son cerveau, a fait tout un cheminement, alors je ne voudrais surtout pas la place de Monsieur Tisseron là-dessus, mais tout un cheminement pour parler de ses émotions, pour parler de ce qu'il a vécu. Et donc, il faut leur permettre sur ces temps-là de pouvoir libérer leurs paroles, libérer leurs émotions, sans être parasités par nous-mêmes notre propre consommation d'écran. Donc poser son portable et recréer ou créer des bulles de dialogue ouvertes et sereines dans nos espaces familiaux. Est-ce que il y a un âge, j'allais dire idéal, pour donner un smartphone à son enfant? Est-ce que c'est à l'entrée en 6e? Est-ce qu'il faut attendre jusqu'à la seconde? Est-ce que si j'attends jusqu'à la seconde, après, une fois que je vais lui donner, il va plus ouvrir un seul bouquin et ça va être l'enfer? Est-ce que, alors vous allez essayer de pas me dire ça dépend de l'enfant, ça m'arrange. Mais voilà, on va faire là aussi un tour de table. Serge Tisseron, est-ce qu'il y a des préconisations en la matière? Alors, il y a une constatation que tous les parents font, c'est qu'ils en veulent un le plus tôt possible. Et là, il y a déjà des enfants en CM1, CM2 qui ont un smartphone. Alors, c'est folie parce que dès que vous avez un smartphone, dès qu'un enfant a un smartphone, le parent ne contrôle plus rien de ce que fait l'enfant. Alors, ceci dit, même dans les enfants auxquels on empêche d'avoir un smartphone tôt, il faut bien comprendre qu'ils regardent ce qui se passe sur le smartphone des voisins. C'est comme ça que beaucoup d'enfants ont découvert la série coréenne Squid Game sur les smartphones des copains. Ils l'ont jamais vu à la maison, ils l'ont jamais vu sur des smartphones de grands frères ou grandes sœurs, mais ils l'ont vu sur les smartphones de copains à la maison. Donc c'est pas parce que notre enfant n'a pas un smartphone qu'il faut pas lui parler des programmes qu'il peut voir sur les smartphones des copains. Donc, faut pas être naïf. C'est pas parce qu'il en a pas qu'il ne le regarde pas. Première chose. Alors après, à quel âge? Idéalement, si on pouvait retarder à 13-14 ans, ça serait formidable. En tout cas, jamais avant l'entrée en 6e et même 5e, c'est raisonnable. Alors après, il faut savoir que l'enfant, évidemment, il dit, je suis pas comme mes copains et tout ça. Mais vous savez, un enfant qui n'a pas de smartphone, il va toujours trouver quelques copains qui n'ont pas de smartphone non plus. Et puis, il va regarder ceux des autres. Donc, c'est pour ça que la vigilance est beaucoup plus sur ce que l'enfant voit et
surpris quand il va, des fois des enfants, moi c'est avec mon fils, hein, voilà, il va chez un copain, anniversaire d'un camarade le samedi, toute la journée, il rentre le soir, qu'est-ce que vous avez fait? On a joué, vous avez joué à quoi? Ben mon copain a un ordinateur, ah bon, et vous avez fait quoi? Ben on a regardé un jeu vidéo, ah bon, quel jeu vidéo? Ben il y avait un bonhomme, et puis il tirait des gens de leur voiture, et puis il prenait leur place, et puis il conduisait. Bon, ben voilà, jeu 18+, hein, et il avait fait ça tout le samedi. Donc, si vous voulez, c'est pas smartphone, pas smartphone. C'est vraiment une vigilance sur ce que l'enfant voit. Et à partir du moment où on a cette vigilance, l'enfant peut comprendre plus facilement qu'on retarde le moment du smartphone. C'est pas pour l'embêter, c'est pour le protéger. Il faut pas hésiter en tant que parent à dire, moi, en tant que parent, sur les écrans, des fois, je vois des choses terribles. Il faut pas dire à l'enfant, quand tu seras grand, tu pourras tout supporter, tu auras un smartphone. Il faut dire, moi, en tant qu'adulte, déjà, je vois c'est terrible. Donc, on veut te protéger. Et cette protection, c'est pas seulement retarder l'âge du smartphone, c'est se préoccuper de tout ce que l'enfant voit et réserver, comme disait très bien Guillaume, des moments pour échanger avec lui, parce que il peut avoir envie de parler de situation de harcèlement scolaire. Si son parent n'est pas disponible, il ne le fera pas. Oui, finalement, ne pas donner de smartphone peut être aussi expliqué comme un geste d'amour pour son enfant, en disant je te protège, je t'aime, je veux ce qu'il y a de plus sain et beau pour toi, donc il y a ça aussi. Et puis lui donner le bon exemple de débrancher les notifications, par exemple, voilà, toute une hygiène personnelle de vie du parent qui fait que l'enfant s'identifie aux parents et prend la suite. Une forme de sobriété numérique. Les Chevaliers du Web, sur votre site, vous parlez, alors je ne sais pas si tout le monde le sait, mais vous savez de ces grands créateurs de Apple, de Facebook, dont les enfants n'ont pas de smartphone, et c'est un choix, et ça on oublie de le dire et de le redire. Moi j'ai ma fille qui me dit, moi je veux travailler chez Apple, ça a l'air génial. Je dis je lui rappelle cette histoire, et c'est important aussi de montrer que même ceux qui sont le plus concernés sont très vigilants là-dessus. Corinne? Et oui, c'est un exemple qui est extrêmement parlant. Vous avez des personnes qui ont créé l'industrie du numérique, qui créent TikTok, qui créent Insta, qui créent Snap, et qui eux-mêmes savent les dégâts que ça peut causer sur la relation familiale, le cerveau, la construction de l'individu, et qui du coup vont protéger leurs enfants du tout numérique. Ça ne veut pas dire qu'ils leur interdisent complètement le numérique, mais ils vont les protéger. Et notamment dans le cadre de la scolarité, un grand nombre de ces personnes vont placer leurs enfants dans des écoles où il ne va pas y avoir d'utilisation des technologies du numérique. Contrairement à un système qu'on voit arriver de plus en plus, nous on va digitaliser l'enseignement de plus en plus. Mais je fais une petite réflexion par rapport à ce que disait Serge Tisseron tout à l'heure sur le fait que sur l'âge auquel on pourrait attribuer un smartphone à nos jeunes. Je pense que le plus tard c'est le mieux. Sans donner vraiment d'âge, le plus tard c'est le mieux. Et ce qui est très intéressant, parce que quand on a des enfants au collège par exemple qui n'ont pas de smartphone en 3e, 6e, 5e, 4e, 3e sans smartphone, en 3e, notre enfant il est tout seul. Ou il y en a peut-être un deuxième, mais c'est vraiment, comme vous disiez en introduction de cette émission, un peu les amiches de tout le collège, parce qu'ils n'ont pas de smartphone. Et en même temps, ce qui est très intéressant dans les échanges, parce que moi je l'ai vécu en famille, qu'on a avec nos jeunes à ce moment-là, c'est qu'ils observent le comportement de leur père dans la cour de récré, par exemple, qui finalement sont en groupe de 4, 5, 6, et ne discutent plus entre eux, mais ils sont uniquement centrés sur leurs réseaux sociaux, la tête rivée sur leur smartphone. Et donc cette observation du comportement social de leur père, leur permet de grandir en maturité quand eux-mêmes, quelques mois plus tard, en seconde par exemple, vont avoir leur téléphone. Ça, c'est très intéressant. Guillaume Doré. Oui, alors déjà, j'aimerais revenir sur une base. Est-ce qu'on parle de téléphone portable ou est-ce qu'on parle de smartphone? Il faut bien différencier, c'est ce que vous faites sur votre site, c'est vrai. Ouais. Moi, je différencie. Alors, peut-être qu'on parle de la même chose, on parle des mobiles en règle générale, mais un téléphone portable sert à téléphoner et donc envoyer des messages et donc rassurer les parents. Parce que si les parents équipent leurs enfants pour l'entrée en 6e, c'est pour se rassurer en tant que parent. Mon enfant a des déplacements à faire à pied, à vélo, en car. S'il a le moindre problème, il peut m'appeler. Je ne me permettrai jamais de blâmer un parent qui veut assurer la sécurité de son enfant. Sécurité physique, voilà. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on assure la sécurité physique, mais il faut aussi assurer la sécurité affective. Et qu'un smartphone, c'est la connexion au monde entier, et donc la possibilité aujourd'hui d'être en difficulté. Alors après, sur quel âge? Moi, je suis assez d'accord sur l'idée de retarder. Mais voilà, il y a cette base, je pense, à pas oublier aujourd'hui sachant que quand même, on pourrait le préciser, le smartphone est interdit dans le collège. On a depuis, je crois, 2018 interdit l'usage du smartphone dans les collèges. Donc encore une fois, c'est l'idée de mettre du sens. Tu peux pas s'en servir sur toute la période de l'école. Tu vas t'en servir avant, t'en servir après. Sauf qu'en fait, avant, je te dépose à l'école, donc t'en as pas besoin.
je te reprends, voilà, ou alors je te dépose dans le car te redépose à la maison. A priori, si je mets du sens encore une fois dans tout ça, tu en as pas besoin sur la période du collège. Voilà, c'est encore une fois juste du bon sens. Voilà, remettre les idées au clair. Avant la conclusion, oui, vous vouliez réagir, Corinne, pour les chevaliers du web ? Et oui, c'est la même raison pour laquelle la question de sécurité, pour laquelle on se retrouve avec des enfants qui ont des montres connectées en CM1 et CM2, sous prétexte que je préfère que mon enfant m'appelle quand il arrive à l'école parce que moi je suis rassurée. Mais une montre connectée, c'est autre chose qu'un moyen de communication. Et en CM1, CM2, c'est beaucoup trop tôt. On va faire la conclusion de notre émission, ça file. On en refera, c'est mon directeur qui me disait ça, il me dit tu pourras en faire toutes les semaines des émissions sur la question des écrans et de la gestion pour les enfants. On voit bien que là le sujet est très large, il y a beaucoup de choses à dire, mais quand même beaucoup d'espérance dans tout ce que vous nous avez partagé aujourd'hui, et merci à chacun d'avoir pris le temps de le faire, parce que c'est important de se dire, de se redire les choses, et que rien n'est perdu et qu'il n'est jamais trop tard pour se réapproprier un bon usage des écrans au sein de son foyer. Tour de table avec des conseils très pratiques. Et cette question, je commence par quoi? Ou quelles sont les bonnes questions à me poser, à se poser en famille pour avancer et reprendre le contrôle de ce qui est a priori un outil. On va commencer avec l'UDAF et sa chargée de mission enfance-famille, Fanny Perrault. Alors moi la phrase que je vais avoir, c'est être parent, c'est anticiper. Finalement, c'est s'intéresser aussi aux activités de l'enfant, poser des règles et des limites et les respecter, pour le coup, susciter l'interaction avec l'enfant, et en gros c'est un juste équilibre, un dosage qu'il faut avoir en fait finalement entre les écrans, les activités diverses et variées qu'on peut avoir au sein de la famille. Voilà. Avec d'autres cas de clés qui sont dialogue, exemplarité, vigilance et autorité, et valorisation aussi. Ne pas hésiter à valoriser aussi ses enfants sur les activités qu'ils font sur le numérique aussi, parce que ça développe aussi des talents. Mais oui, en intro, je parlais des bienfaits ou des bénéfices. Il y a quand même, c'est pas le diable dans sa poche non plus. Il y a quand même des choses chouettes pour s'informer, pour jouer, pour développer ses talents ou ses intelligences. Effectivement, voilà, il y a quand même des bonnes choses. Merci Fanny Perrault. On continue avec les chevaliers du web et Corinne Bonissot. Alors, la première chose, c'est dans une relation de couple se mettre d'accord sur quels sont les usages des écrans qu'on veut tous les deux avoir, parce que notre couple est exemplaire et les enfants vont enregistrer beaucoup plus ce que nous faisons que ce que nous disons en tant que parents. C'est vraiment les neurones miroirs. Donc voilà, dans ma relation de couple, comment est-ce que je balise l'usage des écrans dans ma maison? C'est fondamental. Et ensuite, moi, je propose tout simplement ce qu'on appelle les 4 pas, c'est-à-dire pas d'écran le matin avant d'aller au travail ou avant d'aller à l'école, pas d'écran pendant les repas pour préserver ce lien, pas d'écran dans la chambre de l'enfant parce que ce n'est pas le lieu du numérique. La chambre, c'est un endroit de protection et de préservation pour se sentir en confiance. Et puis, pas d'écran avant d'aller se coucher. Et voilà, à partir de là, on peut dérouler d'autres règles si on veut et aussi confiner, bien sûr, les écrans dans un endroit de la maison. Ça, c'est très important. Voilà, pour pas qu'ils nous envahissent. Merci beaucoup. Donc, à la fin de l'émission, je redonnerai toutes les infos de vos sites web respectifs. On continue ce tour de table conclusion. Que retenir et que mettre en place dès demain chez moi pour un juste usage des écrans et du numérique, Guillaume Doré? Moi, je pense qu'en tant que parent, on fait comme on peut aujourd'hui dans ce contexte complexe, voilà, d'une vie de famille. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire qui sont extrêmement simples. Juste ne pas juger les pratiques de son enfant, l'accompagner, c'est pas être derrière lui, elle pousse à faire des choses, c'est pas être devant lui en opposition à tout ce qu'il fait, c'est être simplement à côté de lui. Après, s'intéresser à ce qu'il fait, s'intéresser aussi à ces questions du numérique. Moi, quand je vois que sur des conférences par an, quelquefois, j'ai 5-10 personnes qui sont présentes, et quand on fait un retour, on me dit mais pourquoi les gens n'étaient pas présents à vos conférences? Ah désolé, il y avait la finale de Koh-Lanta ou de la Star Academy ou je ne sais pas quoi en face. Bon voilà, c'est aussi s'intéresser sans avoir peur d'être stigmatisé en tant que parent. C'est pas parce qu'on vient s'intéresser et participer à une réunion de prévention qu'on est un mauvais parent, au contraire. Donc voilà, s'intéresser, ne pas juger leurs pratiques. Oui, ça a l'air bizarre ce qu'ils font quelquefois sur TikTok, etc. Mais est-ce que ce que je faisais dans ma chambre avec mon baladeur Fisher-Price, voilà, c'était plus... Sauf que, bon, moi ce que je le faisais dans un espace privé. Aujourd'hui, ils le font sur un espace public à la vue de tout le monde. Donc c'est, voilà, comprendre ce qu'ils font, comprendre ce qu'ils sont, être près d'eux. Voilà, être vraiment près d'eux au quotidien. Voilà, pas les lâcher et pas tomber dans cette facilité destructrice de les laisser en roue libre avec leur smartphone. Merci beaucoup Guillaume Doré. Serge Tisseron, vous qui êtes psychologue, psychiatre, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Déjà, tous nos éditeurs ont remarqué qu'il y a consensus. Hein. Donc, ouais, alors ça c'est merveilleux. Personne ne se connaissait, mais tout le monde est d'accord. Si ça pouvait être comme ça pour plein d'autres sujets. On a parlé de l'importance des échanges, de la curiosité par rapport à nos enfants. Je veux dire encore un mot parce que nos enfants n'écouteront pas les conseils qu'on leur donne si on commence pas par écouter ce qu'ils ont à nous dire. Les enfants, ils sont passionnés aujourd'hui par le manga, par les animés, et c'est important de les écouter là-dessus parce que sinon les conseils qu'on va leur donner, ils vont penser que c'est des conseils de vieux cons complètement déconnectés de la culture contemporaine. Donc il faut vraiment être non seulement curieux de leur vie scolaire, de leurs résultats, de savoir s'ils s'entendent bien avec leurs camarades, mais curieux de leur culture, parce que la culture des jeunes d'aujourd'hui, ça sera la culture des adultes de demain. Il ne faut pas oublier quand même. Et puis la deuxième chose, on n'a pas suffisamment parlé du sommeil, donc je vais en dire un mot. Le sommeil, c'est à sanctuariser, c'est à préserver. Ça a été dit, mais je le répète, éteindre les télévisions, les écrans une demi-heure avant d'aller se coucher. Et puis dernière chose quand même, puisqu'on a évoqué les écoles de la Silicon Valley qui proposent un très très grand nombre d'alternatives aux écrans, parce que si les enfants sont pas sur les écrans, c'est aussi parce qu'il y a des tas d'alternatives. Il faut vraiment insister auprès de nos politiques, et notamment dans la politique de la ville, pour qu'il y ait beaucoup plus d'alternatives possibles aux écrans, parce que les familles aisées peuvent payer des alternatives, des clubs de théâtre, de gymnastique, de dessin, mais pour les classes défavorisées, 10 millions de pauvres en France, souvent il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'espace public, même où les enfants peuvent se retrouver pour jouer ensemble, les ados. Donc voilà, il faut être aussi vigilant sur le plan politique. Il y a vraiment beaucoup à faire pour que les enfants soient égaux devant les écrans, pas parce qu'ils auront un smartphone, mais parce qu'ils auront la possibilité de faire autre chose que d'être sur leur smartphone. Voilà, une force de proposition. Merci beaucoup Serge Tisseron et à chacun d'avoir pris le temps de nous parler, je le rappelle, de l'usage des écrans intelligents avec nos enfants, des références pour aller plus loin, un site leschevaliersduweb.fr, un autre site 3-6-9-12.org, également login-prévention.fr et puis mon enfant et les écrans.fr et un site gouvernemental, je protège mon enfant.gouv. Voilà, il y a des outils pour vous aider à y voir plus clair et reprendre les rênes face aux écrans, notamment auprès de nos enfants. Le mag également disponible sur Internet avec un bon usage. Vous le savez, un site en réécoute, c'est rcf.fr. Et on s'intéresse à présent dans le mag au monde associatif et on va parler de paiement, de règlement, notamment de cotisation pour les associations. Les associations. Les associations. Les associations. Les associations. Les associations.